Bonjour, bienvenue. Merci de vous intéresser au parcours Co-Vivre 2021 qui a pour thème l'écologie intégrale. Vous avez jusqu'au 15 août pour vous inscrire aux réunions de petits groupes de 2 heures qui auront lieu en septembre, octobre et novembre prochains. À la fin de ce parcours, nous vivrons une plénière internationale comme nous l'avons vécu pour la plupart d'entre vous le 5 juin dernier, Journée mondiale de l'environnement. Pour ceux qui n'auraient pas vécu cette plénière, dans cette vidéo, vous allez pouvoir revivre le témoignage de Benoît Vignon qui va nous familiariser avec le thème de l'écologie intégrale, suivi de plusieurs témoignages très inspirants de personnes qui vivent l'écologie intégrale au quotidien dans divers pays, au cœur des projets de fondation. Merci, bon visionnage et à très vite. Bonjour à chacun. Je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. C'est un honneur, c'est intimidant de voir toutes ces personnes connectées à travers le monde. Je m'appelle Benoît Vignon, je suis permanent à Fondatio en France depuis 10 ans. J'ai été responsable de Fondatio pour les jeunes en France, puis responsable en second de Fondatio France pendant 2 ans. Et je suis actuellement responsable avec 2 femmes, Marie et Béatrice, du centre de l'Ermitage à Versailles. Et nous travaillons depuis 2 ans à transformer ce centre en un centre Laudato Si, un centre qui incarne l'écologie intégrale. Alors, pour ouvrir cette rencontre, peut-être une petite réflexion sur ce qu'on entend par l'écologie intégrale. Moi, je pense que l'écologie intégrale, c'est d'abord une histoire de conversion. Par contre, tu peux changer là. Par conversion, j'entends un changement de regard, une manière renouvelée de voir notre monde, ses enjeux et les manières d'essayer d'y répondre. En alpinisme, quand on fait une conversion, c'est souvent qu'on est avec nos skis face à un mur infranchissable et alors il faut faire une manœuvre un peu délicate et changer, faire un virage à 180 degrés pour réinventer un nouveau chemin. Et je crois que l'écologie intégrale, c'est ce à quoi on est invité. C'est-à-dire ne pas penser faire plus que ceux qui font du social, s'occupent des plus pauvres, rajoutent en plus l'action écologique et vice-versa, mais vraiment une invitation à penser autrement, à penser que tout est lié. La justice sociale est complètement liée et imbriquée dans la justice écologique. Les enjeux de justice sociale vont de pair avec les enjeux de justice et de changement, de transition écologique. La clameur des plus pauvres et la clameur de la terre trouvent leurs racines dans les mêmes raisons. Et quand nous regardons ça, quand nous cherchons à nous impliquer, eh ben, l'invitation de l'écologie intégrale, voilà, c'est vraiment de prendre ces choses de manière liée, de manière profondément imbriquées les unes dans l'autre. Et ce chemin de l'écologie intégrale, eh ben, donc on a cet horizon de quelque chose où tout est lié, la justice sociale, la clameur des pauvres et la clameur de la terre. Mais le chemin qui nous est proposé est aussi très important et tout aussi important. L'écologie intégrale nous invite à rentrer dans un rapport plus apaisé à nous-mêmes, dans un rapport apaisé aux autres, dans un rapport apaisé à la nature et dans un rapport apaisé à Dieu, à la dimension spirituelle de notre existence. Ce rapport apaisé à nous-mêmes, aux autres, à la nature et à Dieu nous amène à chausser les lunettes de l'émerveillement. Comme point de départ de ce chemin, cette expérience de l'écologie intégrale nous invite à regarder le monde, la nature, les hommes et les femmes qui l'habitent
avec un regard qui soit d'abord un regard émerveillé, un regard de bénédiction, qui pense le bien et qui souhaite le bien. Et c'est cet émerveillement-là que nous avons chacun, là où nous sommes, à cultiver. C'est cet émerveillement-là qui va être le point de départ et qui va nous rendre capables de regarder les choses en face avec lucidité et des fois face à la gravité et la tragédie de ce que nous pouvons regarder pour ne pas tomber dans la désespérance. Ce regard d'émerveillement comme un point de départ nous permet de ne pas baisser les bras, de ne pas désespérer, mais de nous mettre en mouvement, de choisir l'action, de chercher là où nous sommes, comment agir, voilà, au service des plus pauvres et au service des enjeux de transition écologique. Entrer dans une dynamique d'écologie intégrale, c'est d'abord choisir un chemin, c'est prendre les moyens concrets de nous relier à la nature, de nous relier à tous nos frères, à toutes nos sœurs, particulièrement les plus pauvres d'entre nous. Prendre les moyens de nous relier à la dimension verticale de notre existence, à notre vie spirituelle, quelle que soit la source que nous y nommions, que nous nommions Dieu ou non. Voilà, rentrer dans cette expérience pour, avec d'autres, choisir de construire et d'essayer de construire un nouveau modèle de société. Le pape François écrit dans Fratelli Tutti, « Soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. » Et je crois que c'est ce moment que nous allons passer ensemble et la suite du parcours Co-Vivre et beaucoup de choses qui se passent déjà à travers le monde avec Fondatio ou avec d'autres sont des lieux où nous pouvons ensemble chercher à construire ce nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale. Voilà, je vous souhaite une très bonne suite de réunions tous ensemble et je repasse la parole à Cécile. Merci beaucoup à Benoît pour cette très belle introduction très inspirante. Et pour continuer dans cette source d'inspiration, nous allons faire un tour du monde des actions qui ont pour inspiration l'écologie intégrale, qui ont lieu dans Fondatio par des gens qui portent ce projet. Et donc, on a voulu donner à voir ce qui se fait déjà pour essayer de se rendre compte, parce que parfois, on ne sait pas forcément tout ce qui se passe en dehors de notre pays. Donc, n'hésitez pas à faire des commentaires dans le chat pour les présentateurs de ces différents projets. Ça n'a pas été facile pour les pays de choisir parmi un projet parmi tant d'autres, mais nous allons commencer par l'Asie. Et donc, bienvenue à Aleona et Méo qui vont nous présenter Young Lives. So, good evening, everyone. Good evening from Laos. My name is Aleona from the Philippines, but currently I'm in Laos. I will be sharing to you one of the initiatives of Young Lives by Fondatio Asia in relation to integral ecology. So before I start, let me show you where are the Young Lives centers. Next, please. So we have more than 1,600 beneficiaries. So there are 2 Young Lives centers in Myanmar. It started in 2005 in Yangon, and in Myitkyina is 2017. In the Philippines, we
was in 2007, in Laos was in 2016, and Malaysia in 2017. Lastly, it is not in Asia, in Colombia in 2020, which they will be sharing more about it later. So this time, my focus of my presentation is in Young Lives Laos. I will start my sharing with a story. So next. So one time we visited our alumni's house. So they own a land. They raise pigs, they have ducks, chickens, fish, and also they plant vegetables. At the same time, they have a year's supply of rice from their own harvest and a cassava farm that can get profit once a year. So what do you think? Is this enough? So maybe you would say yes, but for us, it's no. So despite of having enough food whole year round, they still lack of access to many essential needs, such as higher education, health care when they get sick, next please, and retirement. They lack access to these because they do not earn regular income. Next. And this is the reality for many in Laos as an agriculture country. So farming is at the heart of Lao families. 79.9% of the population in Laos are engaged into farming. In Young Lives Laos, around 95% of our students has experienced doing farm works at home since young. Next, that is why we decided to add sustainable agribusiness in our Young Lives program. Next, please. Young Lives is a youth center which provides English classes, computer classes, and values enhancement sessions for 6 months to marginalized youth. So reviewing our few years of running the program and in alignment with the local bishops and priests recommendation, we decided to add the sustainable agribusiness along with providing scholarship to our chosen students. Considering that it is an agriculture country, we must make sure to maximize on their strength. Next, please. So in Young Lives, we have been practicing organic gardening for consumption, similar to what our alumni or our students are doing at home. However, it isn't enough. Next, please. So how do we exactly teach and implement this agribusiness? There are 4 phases. First phase is know or knowledge acquisition. They will attend lectures and visit farms to be exposed and listen to the best practices of the farmers. Second phase, do. We make sure that they do hands-on practice in applying the different skills and techniques. Third phase is build. As they complete their 6 months classes with us, they will be presenting to us their agri-business plan, which they will implement when they go back to their families and will be continuously monitored by our staff. In addition, the best agribusiness among the students
will be given seed money to start up their plant. Lastly is share. As we develop these techniques and technologies, we will encourage them to share it to their community and other communities as well. Next, please. So what kind of impact we're hoping to achieve? We hope that through this, next slide, please. We will be able to, first, mold young people who are more committed to care for their environment while building their dreams and become advocates of sustainable agriculture as well. Second, provide livelihood or additional source of income while our students pursue their studies or start working. Third, we hope that through this, that the local people will have deeper appreciation for their country's agricultural reality, and in turn, discourage young people migrating to the cities and other countries. Lastly, we hope that through this, we can build local communities who are self-sustaining while being able to take care of Mother Earth who provides for them. Last slide. Thank you very much for listening to my presentation. Now I will call Mel from Laos to give his testimony. Thank you, Ate Aliona. Hello, everyone. I'm Mel from Laos. I'm one of the alumni of Young Life Laos. I was chosen to attend the organic agriculture training in Chiang Mai, Thailand in 2017. Before Young Life, I'm not interested to help my family into farming. We had an organic durian farm before, but only my mom and other brother were the ones doing the farming. I'm not interested to do it because I'm lazy to get dirty and it's tiring. Instead, I went to work part-time in the factory to earn money. However, my experience in Chiang Mai has changed me to be interested in agriculture. I learned three most important things. First, doing agriculture is connected to my roots as an Inuit people. We have many similarities in our cultural practices, like respecting the rights, like the Korean tribe in Chiang Mai. Our tribe also is doing similar rituals of apology to the rights. From planting, harvesting, and cooking, we believe that rice has spirit. I realized that farming is connected to our identity as Inuit people. Second, organic farming does not destroy the environment and people. I realized that eating organic produce are helpful to have healthy body than with chemicals. It is also safe for the people, plants, animals, and any water sources around the community. It maintains clean water and air. For now, we are
relying so much with the foreign harvest aside from farming for our food. It will destroy some of our food source of we continue using chemicals in our farming practice. It will be worrying for the future generation. Lastly, I found that farming is relaxing when I'm with the nature. It also practices my patience to try and wait. My patience to do again and again when I failed, as well as patience to wait because you need to wait longer compared to farming using chemicals. Organic farming is lower in growth. I believe there is a virtue in waiting. I would like to share this awareness and importance of agriculture to the Laos youth. Together, we can create better future for the next generation. Thank you, everyone. Merci beaucoup, Méo, pour ton témoignage. Merci beaucoup, Aléona, pour la présentation de ce projet. Très intéressant. Nous allons continuer notre tour du monde et nous allons changer de continent. Nous allons aller en Afrique, visiter 2 projets au Togo et au Bénin. Et pour ça, je vais passer la parole à Christian et Ferdinand. C'est à vous. Merci Cécile de me passer la parole. Je suis Christian Roger Obama, responsable de Fondation au Cameroun. J'ai été mandaté par nos référents Afrique, Ferdinand et moi, pour vous parler des initiatives en Afrique dans le cadre de l'A.C. L'Afrique est un continent qui est en lien étroit avec la nature, la culture et la solidarité sociale. Bref, c'est un continent amoureux de la préservation de la vie dans toutes ses composantes. Raison pour laquelle Fondation Afrique, des fois avec d'autres partenaires, a fait sien les défis de l'écologie intégrale à travers une multitude d'initiatives, dont 2 ont retenu notre attention. Nous allons vous parler de l'éco-footing au Bénin et par la suite, Ferdinand prendra, n'est-ce pas, l'agroécologie qui sévit du côté du Togo. Les sachets plastiques jetés dans la nature perturbent notre bien-être et dégradent notre environnement. Pour inciter la population à prendre conscience du danger, l'association Fondation a réuni ce 17 avril 2021 les jeunes autour de la 3e phase de sa campagne Eco-Footing. Cette initiative Eco-Footing, c'était surtout dans le but de rendre notre environnement propre. Et tout au long du parcours, c'était vraiment intéressant. On a pu effectivement nettoyer la ville. Nous avons nettoyé les routes et on a déblayé les sachets. C'était vraiment intéressant. C'est une initiative à répéter. Je suis très ému ce matin en me voyant parmi les amis qui travaillent pour d'abord le bien-être de nous-mêmes.
Ce matin, je me suis levé tôt. Cette marche aussi m'a aidé à dégager quelque chose de ma santé. Et secondo, ça a aidé la population à avoir leur environnement propre sans sachet. Cette campagne vise à rappeler l'urgence pour l'écologie afin de sauvegarder l'environnement et permettre d'amorcer un développement durable, ce qui justifie la nécessité de changer de comportement et aussi de lutter contre les déchets plastiques. L'urgence pour l'écologie aujourd'hui, c'est d'abord débarrasser notre environnement de tout ce qui est sachets non dégradables, parce que ces sachets, ça met beaucoup de temps à être détruits. Donc il faut que nous en débarrassions totalement. Et deuxièmement, il faut que nous allions vers les sources d'énergie naturelles, telles que le soleil. Aujourd'hui, nous sommes dans un système écologique qui est comme la lettre que nous sommes en train d'émettre pour dire que l'écologie dont on parle, ce n'est pas que ces sachets que nous déversons dans la nature, mais c'est aussi nos modes de vie qui sont en question. Nos modes de vie, comment est-ce que nous sommes aujourd'hui en lien avec la nature. Malgré la loi qui interdit l'importation et l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin, les habitudes n'ont pas changé. Or, il est important de préserver l'environnement pour les générations à venir. Cela exige un engagement à protéger notre environnement et à maintenir sain notre cadre de vie. Les gens n'hésitent pas à faire plein de choses, à déféquer dans la nature, à jeter des sachets, à couper des arbres, à faire plein de choses. Et pour nous aujourd'hui, c'est comment amener les gens à une sorte de conversion écologique. Les lois ne suffisent plus. Il faut aller au-delà des lois et changer aujourd'hui notre dimension. Zéro sachet dans la nature. Zéro sachet dans la nature. Zéro sachet. Zéro sachet dans la nature. Du Bénin, nous atterrissons directement au Togo où Ferdinand nous présente notre centre Ladotesi. Merci. SICHEM, c'est un centre Laudato Si qui est implanté au Togo en Afrique et qui rayonne dans l'écologie intégrale et qui est en lien avec l'Institut de formation de fondation en Afrique et qui propose des formations en entrepreneuriat et agroécologie pour les jeunes avec comme slogan « Former pour transformer, produire sans détruire ». Premièrement, c'est un centre ou bien une ferme école expérimentale, non seulement qui inspire, mais qui aussi pour la formation des jeunes. C'est une plateforme d'incubation ayant pour but de faire grandir des entrepreneurs agricoles et de les aider à devenir de véritables acteurs de changement, aider aussi les fermiers locaux en créant des richesses dans les campagnes. SICHEM, c'est aussi un centre de formation sociale et à travers l'accent qui est mis sur la formation en entrepreneuriat social avec pour point d'orgue l'innovation sociale. Nous avons aussi au niveau de SICHEM l'agroécologie, puisque la formation qui a pour slogan former pour transformer, produire sans détruire, met l'accent sur l'agroécologie avec l'utilisation des intrants naturels de biodigesteurs, des biofertilisants, des composts pour permettre à la terre de retrouver toute sa richesse. Nous pouvons dire que c'est aussi une problématique aujourd'hui, l'accès des femmes, les femmes dans le développement, les femmes à la formation.
Donc SICHEM aussi intègre ce volet de femmes, de filles qui sont dans la formation pour le développement de notre pays, de l'Afrique. Être un acteur de l'écologie intégrale, c'est agir dans l'humain et la terre. Et SICHEM et IF Afrique sont dans cette dynamique-là parce qu'ils inspirent, ils agissent, ils relient et ils forment. Merci beaucoup Christian pour cette présentation. Merci Ferdinand pour cette vidéo tout aussi inspirante. On continue notre tour du monde. N'hésitez pas à faire des commentaires dans le chat pour pouvoir réagir avec ceux qui viennent de présenter les projets. En tout cas, ça donne très envie d'aller voir tous ces projets en vrai. Maintenant, je vais donner la parole à Benoît qui va nous présenter le site de l'Ermitage en France. Merci beaucoup à nos amis asiatiques et africains pour ces présentations. C'est très, très inspirant. Ça donne envie de venir vous rendre visite. En France, nous avons actuellement 2 centres. Le centre de Lévières, qui est un gros projet que nous investissons aussi comme un centre Laudato Si, qu'une congrégation religieuse nous a donné. Et puis le centre de l'Ermitage. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait quelques années qu'on travaille à transformer ce centre en un centre Laudato Si. Et donc nous allons vous parler aujourd'hui du centre de l'Ermitage. Laudato Si pour nous, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment trouver une manière d'incarner le soin de l'homme et de la terre. Et donc, notre centre, nous le pensons comme un centre fait pour s'engager pour l'homme et pour la terre. Pour l'homme, pour tout homme, pour favoriser et accompagner le développement humain et spirituel de chacun. Et aussi, et surtout, pour l'homme le plus fragile, le plus petit. Je peux repasser la slide précédente. Voilà. Et pour la Terre, eh bien, pour agir et sensibiliser aux questions de transition écologique et à l'urgence face à la situation écologique de notre Terre. Et nous, à l'Ermitage, dans l'engagement, on veut agir à 2 niveaux. On souhaite être des acteurs concrets sur le terrain, remonter nos manches au service de l'humain et de la Terre. Et notre engagement, on souhaite aussi agrandir, maximiser l'impact que peuvent avoir nos actions et avoir aussi des actions de sensibilisation et de formation pour des personnes qui sont engagées dans d'autres lieux, dans leur famille, dans leur travail et qui vont pouvoir, dans le centre de l'Ermitage, venir se ressourcer, se former, rencontrer d'autres acteurs du changement. Et donc, cet engagement pour l'homme et la terre, nous le vivons à travers 4 champs d'action qui interagissent les uns avec les autres. Un premier champ d'action, c'est la vie spirituelle. C'est un centre animé par Fondatio et on souhaite vraiment que ce soit un centre qui puisse être un lieu source pour prendre soin de sa vie spirituelle pour des personnes chrétiennes ou non chrétiennes. Voilà, un lieu qui accompagne la vie spirituelle au quotidien et qui propose aussi des temps forts de retraite ou de formation pour accompagner et faire grandir la vie spirituelle de chacun. Un deuxième champ d'action qui est aussi dans les gènes de Fondatio depuis les origines, c'est la formation. Proposer des formations pour accompagner le développement de chacun, pour que chaque personne, quelle que soit l'étape de sa vie, puisse trouver des lieux de formation, de réflexion, d'échange, pour être le plus possible au rendez-vous de sa propre vie. Un troisième champ d'action, et qui est un des champs d'action qui est très développé à l'Ermitage, est le social. Accueillir, fraterniser,
accompagner les plus pauvres, les plus démunis, les plus fragiles de nos frères et sœurs. Dans ce champ d'action sociale, nous avons une activité qui est une activité d'accueil de personnes en grande précarité, des SDF, des personnes de la rue ou bien des migrants. Et aujourd'hui, 30 personnes, avec aussi des enfants, vivent à l'Ermitage. Et l'idée de cet accueil pour nous, c'est de leur offrir bien sûr un toit, de la nourriture et aussi un accompagnement social pour aider ces personnes à retrouver une situation sociale stable, un travail, un logement, et aussi que ces personnes, en arrivant à l'Ermitage, puissent découvrir une famille qui les accueille. Que Fondatio, à travers ses membres, les personnes qui travaillent, les personnes de la communauté, puissent constituer comme un tissu familial qui va venir accueillir et prendre soin aussi de ces personnes, en plus de l'accompagnement social qui leur est proposé. Je vous propose d'écouter Anné Amine, qui est une jeune femme qui est accueillie depuis quelques mois avec sa fille à l'Ermitage. Je me prénomme Anné Amine Goué. Je suis à l'Ermitage depuis 1 an. Je m'y sens bien. Et on va dire, je me suis fait une famille ici et autres. Pour moi, c'était pas gagné. Je me disais qu'en arrivant ici, peut-être j'allais être encore plus isolée. J'allais encore plus me renfermer, mais c'était tout le contraire au fait. Ma fille était, elle est quelqu'un de beaucoup plus renfermé pour son âge. Mais arrivée ici avec les enfants et les autres résidents et tout, elle a commencé à s'ouvrir un peu plus et parler un peu plus parce qu'elle ne parle vraiment pas et tout. Mais je crois que c'est bon pour elle le fait de rencontrer du monde. Ça fait en sorte qu'elle se développe un peu plus. Et je trouve que c'est bien pour elle parce qu'il lui fallait ça au fait. Voilà, et certains membres de Fondatio, Cécile qui présente cette rencontre, moi-même et d'autres, nous vivons sur le site voilà, pour vivre cette vie en proximité, ces liens fraternels avec ces personnes les plus exclues de notre société. Une autre activité du pôle social de l'Ermitage est la domiciliation de personnes qui n'ont pas d'adresse fixe et qui ont besoin d'un lieu pour venir récupérer leur courrier administratif. Et donc, il y a 1500 personnes aujourd'hui qui ont comme adresse le 23 rue de l'Ermitage et qui viennent 2 fois par semaine récupérer leur courrier. Et c'est l'occasion, avec eux également, de tisser du lien, d'ouvrir de l'accompagnement humain et social. Le 3e volet de l'action du champ d'action sociale à l'Ermitage et l'animation de journées d'activités, de formation pour tout un réseau de personnes en fragilité, en précarité, qui gravitent autour de cette maison et à qui nous proposons un accompagnement dans la durée avec Fondatio. Le 4e champ d'action qui interagit avec les autres dans cette maison est la transition écologique. Agir, inspirer et relayer. Et on voit bien que ce champ d'action est vraiment un terrain aussi de lien social, de lien avec les personnes en précarité. Et c'est aussi un sujet qui intéresse beaucoup les plus jeunes d'entre nous et qui crée ce lien entre des personnes exclues de la société et des plus jeunes qui cherchent un sens à donner à leurs études, à leurs engagements professionnels. Et nous avons engagé depuis un peu plus d'1 an la mutation de notre parc de l'Ermitage en un jardin nourricier très inspiré de la permaculture, l'idée étant que ce jardin produise une bonne partie de la nourriture qui est consommée à l'Ermitage
par les résidents, mais également par toutes les personnes que nous accueillons en séminaire dans notre lieu de l'Ermitage. Et voilà, nous avons accueilli une service civique qui est venue, qui ne connaissait pas du tout Fondatio, pas du tout le monde de la précarité, et qui est venue donc faire son service civique, qui est un stage comme un volontariat de 8 mois financé par l'État français pour des jeunes qui cherchent des lieux pour expérimenter la solidarité. Voilà, et tout ce projet de permaculture est aussi un vecteur de lien avec les personnes du quartier qui viennent bénévolement travailler à plusieurs reprises pour prendre soin de ce parc et de ce potager. Donc, je vous propose d'écouter Marion, cette jeune service civique qui est arrivée il y a quelques mois à l'Ermitage. Moi, c'est Marion, j'ai 24 ans et je suis en service civique à l'Ermitage et voici derrière moi le fruit de mon service civique. C'est un potager basé sur les principes de la permaculture, donc qui sont prendre soin de la terre et prendre soin de l'homme. Donc en fait, on a pris soin de la terre en donnant à la terre ce qu'elle nous donne, et en prendre soin de l'homme, en fait, je l'ai remarqué avec ce printemps qui était plutôt pluvieux. C'était un printemps assez catastrophique et là j'ai vu une aide de tous les passionnés de la nature. Donc on m'a donné par exemple 30 plants de tomates, 20 plants de cassis, vraiment toutes les personnes s'aident dans les difficultés. Et là par exemple, maintenant que le beau temps est revenu, tout le monde vient voir le potager, tout le monde me pose plein de questions, tout le monde est très intéressé et en fait ça remet... on est très humble face à un potager. Et du coup, ça rassemble, c'est un pouvoir fédérateur qui est incroyable. Et donc du coup, ça m'a beaucoup apporté d'un point de vue de connaissance de notre planète Terre et aussi de connaissance de l'humain. Et c'était vraiment un service civique très enrichissant. Et pour finir, une conviction pour nous à l'Ermitage, c'est que tout seul, on n'y arrivera pas. Et on est vraiment conscient de l'enjeu de s'associer à d'autres partenaires qui cherchent et qui sont animés par les mêmes convictions que nous. Et donc, nous essayons vraiment de tisser un réseau de partenaires qui s'engagent avec nous, soit financièrement, soit en envoyant des ressources humaines pour travailler aussi à notre projet. Et un des beaux partenariats que nous avons monté il y a quelque temps, c'est un partenariat avec un groupe issu des Colibris, qui est un mouvement qui encourage justement le développement de l'écologie intégrale et l'action de chacun dans les villes pour contribuer à ça. Et donc, je vous propose de finir en écoutant en live ce coup-ci Gaëlle, qui va nous parler de cette expérience de découverte mutuelle dans le partenariat. Merci Benoît, je suis très touchée par ce que tu viens de nous partager, c'est vraiment joyeux. Donc, bonjour à tous, je témoigne depuis donc, le projet commun entre 4 habitants de Versailles, dont je fais partie, et le trio de l'Ermitage, Benoît, Marie, Béatrice. Et depuis janvier, je suis fière de cette expérience à 7, en fait, de conduire un projet en gouvernance partagée, dans la conscience de nos intentions personnelles, relationnelles, et celle du projet qui est de vivre et d'expérimenter à l'Ermitage l'écologie dans sa globalité pour l'homme et pour la terre. Et pour moi, vivre cette écologie intégrale, c'est d'abord l'écologie de mes émotions, de moi à moi. Là, par exemple, j'ai le cœur qui bat très, 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 très fort. De porter cette attention sur mon intériorité, ce que je ressens, ce qui m'anime, et comment je peux rendre ma vie plus belle, plus apaisée. C'est aussi l'écologie de ma relation, de moi à l'autre, en portant mon attention sur la qualité de la relation que je veux vivre.
ce que je souhaite vivre avec l'autre dans le projet, comment nous soutenir dans un cadre relationnel pérenne et en confort. Et enfin, l'écologie environnementale, de moi au vivant non humain qui m'entoure et qui m'invite à me questionner sur les conséquences de mes choix, à porter de la conscience sur mes actes, ma consommation, mon alimentation, mes déplacements. Et donc, j'ai de la gratitude pour ce groupe à 7, dans ce que ça me permet de vivre en prenant soin de mon rythme relationnel, en osant de nouvelles pratiques à faire ensemble, comme en agriculture biologique, en osant le temps long de l'écoute et de l'accueil du vivant. Un grand merci. Je rends la parole au centre. Merci beaucoup, beaucoup Gaëlle. Comme l'a dit Benoît, c'est très important pour nous tous, pour tous les centres Laudate, enfin, tous les centres de Fondatio, les partenariats, l'écosystème qu'on crée sur le territoire. Merci pour ton engagement Gaëlle et pour toutes ces présentations très inspirantes encore une fois. Et pour terminer, nous allons continuer notre voyage et passer à l'Amérique latine avec Gustavo et Francisco qui vont nous présenter YLDC de nouveau. En effet, à Fondatio, les projets s'exportent et c'est très beau de voir les partenariats qui se créent et les projets communs qui se passent entre la Colombie et le Chili. Je te laisse la parole, Gustavo. Gracias, Cecile. Soy Gustavo, desde Colombia. Gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros hoy y Gael, Benoit, un abrazo también. Quiero que levanten la mano las personas que han ido a una universidad, por favor. Bien. En América Latina hemos avanzado en la posibilidad de que los jóvenes vayan a la universidad. Hemos crecido desde hace 20 años entre el 19% al 38%. Es una buena noticia. Somos el segundo continente con la segunda tasa bruta de matriculación después de Asia. Sin embargo, el acceso todavía no es universal en América Latina. Uno de cada 2 jóvenes puede ingresar a la universidad. Y es más complicado todavía en los pobres. Solamente el 5% de esa población que está en condición de pobreza puede acceder a la educación superior, a la universidad. Y eso se agrava más con la pandemia. Hay una relación entre el acceso a la educación superior y el perfil social y económico. La educación ya es una condición importante para dejar la pobreza. Por supuesto, la educación superior es un derecho. Sin embargo, los pobres encuentran unas grandes barreras para poder acceder a la educación superior. Esas barreras son pobreza, crisis y emergencia, matrículas altas, exámenes de ingreso exigentes, movilidad geográfica donde no hay posibilidad de acceder a los centros de educación y discriminación. Nosotros tenemos una opción desde YLDC, que es un proyecto que nos ha inspirado Asia desde el Congreso del 2018, y es un proyecto que queremos mucho y lo hemos querido traer a replicar a los contextos de América Latina, posiblemente al África. En Bogotá lo estoy replicando en un contexto de un barrio de periferia muy grande que se llama Ciudad Bolívar, y allí tenemos una sede en un barrio que se llama Potosí. Vamos a escuchar a Natalia, quien es una joven que tiene una aspiración de estudiar en la universidad, pero para ella poder pagar sus estudios deberían dedicar la mitad del ingreso de su familia para su universidad. Para ella es muy difícil, pero YLDC permite que ellos puedan vivir ese sueño. Natalie. Hola, hoy les quiero contar de mí. Mi nombre es Natalia Romero, tengo 20 años, resido acá en la localidad de Ciudad Bolívar, que se encuentra en Bogotá. Quiero contarles un poco qué ha hecho Your Life en mi vida. Este programa ha hecho que mis habilidades que tenía escondidas, que no sabía, las desarrolle acá, las comparta, pueda darles a conocer cómo soy y cómo puedo llegar a ellas, con ellas a transformar a otras personas. Gracias al programa, al esfuerzo y al apoyo, he podido ingresar a la Universidad Uniminuto de Dios, voy a estudiar comunicación social,
como comunicadora social, quiero ir más allá de las dudas, de las preguntas que aquellas personas tienen. Pero hoy quiero basarme en tener un poquito de sensibilidad por el medio ambiente. Somos la generación del cambio, somos la generación de actuar, pero no de una manera indiferente, de actuar en equipo y pensando en los demás. Quiero ser aquel canal que inspire, quiero ser aquel canal que cambie, que sea la voz para hacer un cambio en esta urgencia ecológica. Te quiero decir que por favor cuides la naturaleza, que por favor te animes a hacer el cambio. Gracias, Natalia. Hola. Al igual que Natalia, hay 173.000 jóvenes en Bogotá que desean ingresar a la educación superior y no lo pueden hacer. Y el 73% de esos jóvenes son mujeres como Natalia. Ella necesitaría solamente ayuda de entidades del Estado o de privados o de padrinos de $100 al mes para poder cumplir su sueño. Pero no siempre tenemos posibilidad de encontrar personas que puedan dar dinero para que ellos puedan estudiar. También encontramos personas, voluntarios, que nos ayudan a crear todo el proceso de formación para poder tener el acceso a la educación superior. Es por eso que jóvenes de Fundación, que pertenecen a la misión Jóvenes, llamado JUNA, nos ayudan a mentorizar, a acompañar a estos jóvenes para mejorar sus competencias y habilidades. Es por eso que Felipe Abondano nos cuenta cómo lo hacen desde otros jóvenes que tienen buenas condiciones sociales, ayudando a otros que no los tienen. Adelante, Felipe. El vínculo que tiene Juna con Young Lives y las dos mentorías que he podido hacer me han enseñado a apreciar mi entorno y a ver qué tan fuertes son otros seres humanos que tienen condiciones tan adversas. Y por lo tanto eso me ha fortalecido. También el hecho de ayudarlos a romper paradigmas sociales pesimistas como eso no es para mí o este tipo de cosas, me han ayudado a tener más confianza en mí y tener más facilidad para soñar. Gracias, Felipe. Es como logramos hacer que un joven de posibilidades económicas altas ayude a un joven de condiciones difíciles o en pobreza. Esa dinámica uno a uno nos ha permitido lograr que 91 jóvenes de Young Lives hayan logrado vivir un proceso de 5 meses y al final 44 de ellos ya estén en proceso de educación superior. Sin embargo, hay que reflexionar sobre estos jóvenes. Estos jóvenes no solamente son víctimas de una situación social, sino que también son víctimas de una condición social. Es por eso que la Laudato Si nos habla de dos injusticias con estos jóvenes: la injusticia social y una injusticia ligada netamente a lo ecológico. ¿Por qué? Porque la presión social no solamente en América Latina tiene que ver con la presión demográfica, sino especialmente con la implantación de patrones de consumo, de producción, de distribución basados en un modelo de desarrollo. Y es por eso que creemos que desde la posibilidad de crear un acceso a la educación superior con una conciencia desde la educación integral, generando un gran pacto educativo para cambiar el mundo, que nos permita ir adelante con un desafío cultural, espiritual y educativo para construir un mundo más justo y más humano. Necesitamos regenerar y resignificar desde los jóvenes de las periferias la recomposición de un tejido social y lograr lazos de fraternidad y de unidad entre la sociedad y así poder trabajar en un tejido social y en una sostenibilidad de un nuevo planeta. Eso se logra con educación integral e integradora. Por eso los mundos en Young Lives se unen. Quiero darle el paso a nuestro amigo Pancho en Chile. Francisco, cuéntanos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días por acá, por América. Mi nombre es Francisco Ríos, soy permanente de Fundación Santiago. Y siguiendo lo que vienes tú contándonos, Gustavo, me gustaría hablarles de, primero que nada, partir por un símbolo, por un significado. Entre Colombia y Chile trabajamos con el agua y con la tierra, como un símbolo que representa un círculo virtuoso y fecundo.
de respecto de una calidad de vida mejor para nuestros vecinos y para todo el entorno del ser humano. Podemos pasar a la siguiente. Entre Chile y Colombia trabajamos le decía yo, con el agua y con la tierra, porque en Chile trabajamos con el programa Reciclo, hemos cogido ese programa, el programa Reciclo, que tiene como misión entregar herramientas para mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio, mediante programas que promueven la conciencia socioambiental de las personas y mediante distintas intervenciones que voy a detallar rápidamente. Yo creo que lo fundamental que ha sucedido en Chile con Reciclo, hemos destruido la creencia de que las personas de menos recursos económicos no se interesan por el cuidado del medio ambiente. Nuestros vecinos en Santiago son muy comprometidos y muy creativos al momento de pedirles colaboración. Así que es un bello trabajo de destruir creencias y entender que el medio ambiente compete a todo ser humano, a todos nosotros por igual, independiente de nuestros recursos económicos, incluso de nuestra conciencia que tengamos, porque todos podemos crecer en nuestra conciencia medioambiental. Vamos entonces con exactamente. Manejamos más de 10 toneladas de reciclaje mensual que podríamos ordenar entre materiales orgánicos que van destinados a bancales donde se generan compost que en un futuro generarán a su vez huertas familiares. Trabajamos además con residuos sólidos en Bogotá y con residuos peligrosos. Yo creo que detrás de esto lo que generamos es vínculo con nuestro entorno y redes de apoyo entre los propios vecinos. A través del trabajo de este material reciclado. Esto se hace a través de más de 40 voluntarios que trabajan en las distintas actividades e iniciativas. Uno de ellos es Nico Cortés, un joven chileno, un joven de Santiago, está en cuarto año medio, debe tener unos 17 años aproximadamente, y que los quiero dejar con él. Nos grabó aquí un mensaje, así que por favor, Nico, adelante. Cortés, tengo 17 años, soy estudiante de enseñanza media y participo en el proyecto Reciclo. Una de mis motivaciones por unirme a este voluntariado es el cuidado del medio ambiente. En este proyecto colaboré recolectando los residuos orgánicos y también haciendo algunos talleres sobre manualidades ecológicas. El medio ambiente es importante para mí porque es como nuestro hogar y así como cuidamos nuestra casa es importante cuidar lo que es el ecosistema, lo que implica las plantas, los animales y también el cambio climático que nos afecta directamente a nosotros también. Así que es importante para mí colaborar con un granito de arena y cambiar el mundo. Gracias, Nico. En resumen, podríamos decir, hemos impactado más de 2.000 personas entre las distintas actividades, entre los talleres de manualidades, reciclaje, etc. Más de 40 voluntarios, en 100 intervenciones más o menos anuales aproximadamente. Por supuesto que este año ha mermado un poco y ha sido más difícil, o todo ha sido más remoto, por supuesto, pero estamos hablando de ese tipo de cifras. En el caso específico del centro ocupacional hortiterapéutico, trabajamos específicamente con personas discapacitadas física y mentalmente. Esto es un mundo distinto, para eso se necesitan profesionales bien calificados, pero es una experiencia potente de contacto con la naturaleza y donde la ecología integral se hace también muy concreta. En fin, y para cerrar, contarles que también existen distintos talleres de manualidades
que nos permiten reutilizar productos que antes tenían solo un uso y que ahora se les da un segundo uso dentro del hogar, como plásticos blandos, envoltorios, bolsas plásticas, etc. Eso es muy importante, generar un segundo uso, y para eso este año los talleres a distancia han sido una excelente herramienta para seguir enraizándonos con nuestros vecinos, tanto en Bogotá como en Santiago, y ir desarrollando este concepto de ecología integral como calidad de vida para nuestros vecinos, para todo ser humano. Ahí, muchas gracias por la escucha y un abrazo a cada uno.